Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous parler des principes de fonctionnement d'un serveur multithreadé. Vous avez dit serveur, il y en a partout. Des serveurs web, des serveurs d'impression, des serveurs proxy. Vous avez peut-être parfois été amené à configurer ça en réseau, en particulier quand vous êtes à l'UPMC. Des serveurs DNS, quand vous faites votre configuration Internet à la maison, etc. etc. Des serveurs dédiés, enfin bref, tout est serveur. Le principe de base sont les mêmes. Vous avez un programme en attente du traitement de requêtes et ce qui va changer c'est effectivement les requêtes. Les services sont demandés par un client et les clients vont envoyer une requête au serveur correspondant. Et en fait ce qui va changer c'est le protocole d'interaction entre le client et le serveur qui va dénoter en fait le langage, le format des requêtes qui vont être envoyées. Et vous connaissez un certain nombre de protocoles, HTTP et sa version sécurisée HTTPS, un très ancien Telnet plus très utilisé, SPOP, il y a POP aussi, et puis SecurePOP pour le mail, SMTP, vous allez dire aussi SSMTP, IMAP, SSH, enfin tous ces protocoles, vous y avez tous plus ou moins touché, que ce soit pour le mail, pour Internet, pour la connexion distante, etc. etc. Voilà. Alors, la base commune à tout cela, c'est que vous avez un modèle qui est le modèle de base d'Internet au départ, qui est le modèle dit client-serveur. On peut avoir une première vision d'un serveur qui est simple, c'est j'ai une boucle, j'attends une requête, la façon d'attendre la requête évidemment va dépendre de comment c'est implémenté, du système d'exploitation, etc., etc. Je traite la requête, j'utilise des ressources et je retourne à l'attente. L'avantage c'est qu'effectivement je maîtrise la quantité de ressources utilisées et le CPU utilisé parce que je ne traite qu'une requête à la fois. L'inconvénient c'est que justement je ne traite qu'une requête à la fois et que ça peut aller dans certains cas et ça peut même constituer un avantage, en particulier quand on veut gérer de l'exclusion mutuelle sur les ressources qui sont manipulées. Pensez par exemple à une imprimante, vous voyez mal plusieurs processus ou threads écrire simultanément sur l'imprimante. On ne sait pas trop ce que ça va sortir. Okay, il y a 10 caractères qui vont aller à l'un, 10 caractères à l'autre. Non, ça peut pas marcher. Donc dans des cas comme ça, au contraire, on est extrêmement content. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que ça va séquentialiser le traitement des requêtes. Si tant est qu'on a une file de requêtes qui pourrait, au cas où on la sature, être de taille potentiellement infinie. Bref, on a une première classe de serveurs, je les appelle serveurs en exclusion mutuelle, c'est-à-dire qu'ils ne traitent qu'une requête et une seule à la fois. On peut dire que c'est une sorte un gabarit de conception de programmes concurrents. Alors on en trouve partout de ces serveurs-là, même les serveurs super simples. J'ai évoqué les serveurs d'impression sous Unix, vous avez LPD, Line Printer Daemon, okay. Eh bien en fait, lui c'est un serveur qui a ce fonctionnement-là. C'est-à-dire qu'en fait, il gère simplement ce qu'on appelle un pool d'imprimantes, un pool d'impression. Donc en fait, quand vous lancez une impression, ça va déposer le fichier que vous allez imprimer dans une file qui est gérée sous forme de fichier, il y a plusieurs fichiers dedans, et puis LPD, il boucle. Et puis tant qu'il y a un fichier à traiter, hop, il traite le fichier. Et puis lorsqu'il n'y a plus de fichier à traiter, il s'endort et puis il regarde à intervalles réguliers s'il y a un nouveau fichier qui est arrivé, et puis sinon il se rendort. Donc l'idée c'est de voir comment on peut généraliser une telle architecture, parce qu'il y a évidemment un problème de passage à l'échelle. Sur un serveur web, vous avez des milliers de requêtes potentiellement en parallèle si votre serveur est populaire. En plus, vous avez les attentes liées aux entrées-sorties sur le disque parce que vous avez récupéré des fichiers, des données, éventuellement interroger des bases de données. Vous imaginez bien que vous ne pouvez pas séquentialiser tout, ça ne va pas le faire. D'autant plus que ces entrées-sorties vont engendrer des attentes où votre unique requête, elle ne va même pas être traitée et donc vous avez envie de réutiliser le temps de calcul pour traiter d'autres requêtes. Autre exemple, vous avez les serveurs NFS. NFS c'est un système de gestion de fichiers partagés. En gros, c'est un serveur. Typiquement, les étudiants de l'UPMC, ils ont ça. Leurs comptes sont sur un pool de serveurs NFS. Il y en a 10.
Et en fait, les machines clientes font des requêtes vers ce serveur NFS. Vous avez également énormément de requêtes à traiter en parallèle et on ne va pas s'amuser à les séquentialiser. Et en plus, c'est des requêtes pour accéder à des fichiers qui sont sur de très gros disques, qui sont sur ces serveurs. On ne peut absolument pas s'amuser à tout séquentialiser. Donc il y a plein de situations où on a besoin d'une architecture un petit peu plus sophistiquée que ce qu'on a vu avec le serveur en exclusion mutuelle. L'idée, c'est de pouvoir exploiter le parallélisme ou les entrées-sorties si on est en monocœur. D'accord ? Bref, on va faire évoluer cette architecture. Alors l'idée, c'est que bien évidemment tout commence au niveau des clients. Donc là j'ai un ensemble de clients qui respectent le protocole qui m'intéresse. Ici j'ai un mécanisme de communication. Alors lui il est sans perte, probablement qu'il va gérer les choses de manière ordonnée. Et de l'autre côté je vais avoir alors un serveur et ici, si je garde cette configuration-là, je retrouve ma situation de serveur en exclusion mutuelle. Et en fait, pour avoir un serveur multithreadé, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir ce serveur qui va en fait déléguer le traitement à des servants. Donc il y a un moment où effectivement on sent bien qu'on a besoin de l'exclusion mutuelle, en particulier quand on va lire, mais le traitement de la requête qui lui peut être long, eh bien il est délégué à des servants. Et donc ça, c'est le serveur en exclusion mutuelle et tout ça, c'est le serveur multithreadé. Bien évidemment, ce sont les servants qui répondent directement au client. L'intérêt, c'est que lui, le serveur, il va simplement se contenter de créer les servants. Le paramétrage, bien évidemment, de cette architecture est possible. Les servants peuvent être dans des processus distincts ou dans des threads distincts. Le mécanisme de communication peut être extrêmement différent d'une façon d'implémenter cette architecture à l'autre. Et puis, le retour au client également. Alors, dans les protocoles Internet, où quand même on peut dire que les serveurs Unix sont assez majoritaires, tout est basé sur le for d'Unix. Donc les servants vont être des processus différents, quoique parfois vous avez à la fois des processus et des threads maintenant. La communication ici, vous passez par ce qu'on appelle les sockets de communication, là on est sur du réseau, et le protocole, en particulier, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple HTTP, eh bien c'est un numéro de port. Le numéro de service s'appelle 80 par exemple, SSH c'est un autre, je crois que c'est 22, je ne sais plus, enfin bon bref, chaque protocole a un numéro de port plus une façon de structurer les messages et c'est comme ça qu'on s'en sort en général, en tout cas au niveau du réseau et ça a été extrêmement influencé par Unix qui est le premier système sur lequel on a vraiment joué sur ce genre de choses. Les premières mises en réseau des systèmes de type les vieux macOS qui n'étaient pas basés sous Unix ou les vieux Windows ont travaillé surtout sur des ports dédiés, la ligne série ou des trucs un peu particuliers. Alors en guise de conclusion, c'est une architecture qui est extrêmement utilisée. Vous allez me dire mais qu'est-ce qui se passe dans le cas de très très gros serveurs, hein, les Google, Amazon, Apple, autres. On sait que là, c'est pas une machine, une grosse machine, mais c'est des très très grosses machines. En fait, c'est un peu le même principe. Donc là, ici, j'ai mes clients qui vont envoyer des tonnes de requêtes et elles vont être concentrées sur ce qui apparaît à vous en tant qu'individu comme un serveur. En fait, c'est pas vraiment un serveur, c'est un dispatcher. Et ce dispatcher, c'est déjà une belle machine parce qu'il faut qu'elle dispatche bien les requêtes, mais elle va rerouter les requêtes à un cluster de serveurs. Donc vous avez des data centers avec des grandes armoires avec plein de machines et effectivement les clusters vont traiter les requêtes. En fait, ces serveurs sont implémentés sur des machines qui sont des LAM, en fait, qui sont des machines qui sont plates. Il y a une épaisseur standard, hein, ça s'appelle le U, vous avez des serveurs 1U, 2U, 3U, 5U. En particulier certains, vous allez mettre du CPU seulement, pas beaucoup de disques, d'autres vous pouvez mettre des gros disques, enfin ça dépend de ça. Et puis ces serveurs-là, enfin ces lames, vous allez mettre dans une armoire, hein, vous voyez bien ici l'armoire elle est fermée et remplie. Donc une armoire, vous avez une alimentation électrique derrière et puis vous mettez un certain nombre de lames, donc c'est un truc qui est
comme une grande armoire et donc vous pouvez en mettre un sacré paquet. Évidemment c'est couplé à un système d'extraction de l'air de manière à provoquer un refroidissement raisonnable. Le réseau est un réseau à extrêmement haut débit, tout est connecté, etc. Enfin bref, voilà. Et bien évidemment, l'implémentation de ces trucs-là suit un petit peu ce schéma-là, dont nous allons nous dériver dans une séquence ultérieure, une implémentation en Java pour que vous voyez en détail comment cela fonctionne. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.